Le temps va sacrément changer entre ce vendredi 7 mars et la semaine prochaine. Et pour cela, il est sacrément temps de parler des régimes de temps. Mais nous allons parler aussi d'un autre thème dans ce décryptage météo numéro 14. Ah ouais, une petite transition avec des flammes, c'est la nouveauté que je me réserve avec l'éditeur vidéo professionnel auquel je me suis abonné. Et c'est l'occasion pour moi de venir quémander. Donc nous faisons évidemment toutes ces vidéos de manière bénévole. Donc, eh bien, nous avons un compte Tipeee sur lequel vous pouvez donc faire des dons pour nous soutenir pour notre travail. Et quand même, cela nous permettra d'acquérir quand même du matériel qui est plus professionnel. Pour l'instant, c'est l'éditeur vidéo qui s'appelle CapCut, pour ceux qui veulent savoir. Mais bon, voilà, on aimerait avoir des micros, des caméras plus professionnelles, etc., etc. Cela nous aidera à avoir vraiment des vidéos chaque fois de meilleure qualité. Et assurez-vous bien que durant la prochaine semaine, vous allez vraiment le remarquer. En tout cas, deuxième thème à aborder avec les régimes de temps, ce sera le début de la fin de la Niña. Et en tout cas, c'est aussi une autre évolution, sans doute, en tout cas déjà pour ce décryptage 14, eh bien, les vidéos seront a priori plus longues. Il faut dire que nous nous réservons sur un décryptage par semaine. Donc, nous passerons de 10-15 minutes à 15-20 minutes, voire peut-être encore un peu plus. Mais sans plus attendre, premier thème, donc la NAO- et les régimes de temps. Abordons donc le premier thème de ce décryptage météo numéro 14 avec la NAO-. Et donc la NAO-, c'est quand vous avez le contraire de la NAO+, c'est quand vous avez donc une anomalie anticyclonique, et j'insiste sur le terme de anomalie parce que les régimes de temps sont fondés sur les anomalies. Donc vous avez une anomalie anticyclonique sur l'Islande et une anomalie dépressionnaire proche des Açores. Et entre les deux, ben, vous avez une tendance, un flux de nord-est froid. Alors, les régimes de temps donc, qui ont été établis par Christophe Cassou, qui est un climatologue du CNRS, en fait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais ce serait bien de systématiser des schémas atmosphériques généraux dont découlent en fait des types de temps particuliers pour l'Europe. Et les régimes de temps, en fait, eh bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous avez quatre schémas atmosphériques généraux qui provoquent un certain type de temps. Pour prendre le plus fréquent, vous avez la NAO+, donc oscillation nord-atlantique positive. Donc, vous avez l'anticyclone des Açores classique, vous avez la dépression islandaise qui est exacerbée, et entre les deux, vous avez le courant d'ouest, donc classique de nos régions, qui s'établit. Mais vous avez donc trois autres régimes de temps. Alors, il faut jamais oublier que vous avez donc des régimes de temps pour la saison froide et des régimes de temps pour la saison chaude. Mais d'une manière générale, voici plus ou moins ceux qu'on pourra avoir durant toute l'année. Mais donc, la NAO-, eh bien, c'est le schéma inverse. C'est donc avoir une haute pression du côté de l'Islande et une dépression du côté des Açores. Mais vous avez d'autres régimes. Vous avez la dorsale. Alors en anglais, on dit parfois Atlantic Ridge. Donc effectivement, c'est une crête atlantique qui est différente de la NAO-, parce qu'on a effectivement une crête. C'est un petit peu un schéma hybride entre la NAO- et la NAO+. C'est-à-dire que vous avez l'anticyclone des Açores qui est toujours plus ou moins sur ses racines subtropicales, mais qui s'étire vers le nord. Mais ce qui se passe, c'est que donc vous avez à ce moment-là toujours une dépression du côté de la Scandinavie et vous avez un vent de nord-ouest qui s'établit. Mais donc les dépressions peuvent contourner l'anticyclone. Et puis vous avez le quatrième, où vous avez le blocage anticyclonique continental. Alors ça dépend un petit peu. Évidemment, en été et en hiver, ce sont des situations très différentes. Vous avez en hiver un flux d'est qui peut s'organiser depuis la Russie, ça peut provoquer quand même des vagues de froid. Mais si vous êtes évidemment en été, vous pouvez avoir un temps très sec, avec éventuellement un vent de sud-est voire de sud,
qui s'organisent au sol et à ce moment-là, vous avez vraiment des vagues de chaleur. Voilà, mais ça, ce sont les quatre principaux régimes de temps. Et donc la NAO-, on peut constater que ça peut être évidemment donc un régime de temps qui est par essence froid, mais on va pouvoir constater que c'est pas aussi simple que ça. Voici un graphique de la tendance des régimes de temps. Vous pouvez voir ici le titre, donc la fréquence weather regime. Donc c'est une tendance qui part du 5 mars, je précise, avec donc ici vous avez la fréquence WR cumulée des régimes de temps. Et donc nous partons le 5 mars, comme vous pouvez le voir ici, et nous terminons le 18 février. Et donc vous avez ici la NAO+, le blocage anticyclonique, la NO-, et donc, je disais Atlantic Ridge, la crête atlantique. Ce graphique des régimes de temps est disponible sur le site donc du modèle européen, vous voyez, Charts SCMWF, vous avez ici. Et donc, pour cela, il faut tout simplement descendre vers le bas pour donc trouver ce graphique. Je vais vous l'indiquer. Donc, voilà. Il faut descendre assez fort vers le bas. Vous avez plein de cartes et puis vous arrivez finalement donc à ce graphique que vous trouvez ici. Donc, les régimes de temps. Et donc, que constatons-nous pour la tendance des régimes de temps à 1 mois et demi? Eh bien, c'est qu'au départ, vous avez donc ici le régime de temps majoritaire en bleu, donc à partir du 5 mars jusqu'au 7. Et puis, donc, c'est NAO+, on va comparer ça avec les cartes, et puis vous avez un blocage, et puis c'est en gris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, effectivement, c'est net, notamment donc le lundi 10 et le mardi 11, et puis on a quand même tout doucement la NAO- qui apparaît de concert avec la crête atlantique. Cela continue donc jusqu'au jeudi 13. Et puis la NAO- s'impose 3 jours avec quand même toujours la présence de crête atlantique, quoique assez faible, et de on ne sait pas. Bon, et puis après, c'est le retour au blocage, mais jusqu'à la fin de la tendance, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu exagéré d'avoir un blocage qui pourrait s'éterniser pendant 1 mois. Bon, évidemment, à partir de 10 ou 12 jours, les régimes de temps, quoique parfois c'est vrai que les choses peuvent être relativement évidentes en infra-saisonnier, mais pour vraiment cet exemple-ci, j'ai malgré tout quelques doutes. Mais donc, on va comparer ceci avec les cartes et vous allez comprendre que c'est quand même assez particulier. Donc, voici les cartes des anomalies, et j'insiste encore une fois, ce sont les anomalies qui déterminent les régimes de temps, à partir du mercredi 5 mars, et nous irons jusqu'au donc vendredi 14. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, encore une fois, les 3 premiers jours, nous avons une NAO+. Et cela se comprend. Alors, c'est vrai que nous avons un anticyclone. On pourrait penser que c'est déjà un blocage. Mais ce qui est important, c'est que vous avez donc les dépressions qui continuent à circuler sur le flanc nord-ouest. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on pourrait penser qu'avec une NAO+, eh bien, le temps sera perturbé. Mais si la haute pression est suffisamment nordique et qu'on a toujours quelques racines qui proviennent des Açores, eh bien, en NAO+, eh bien, on peut avoir un temps magnifique comme nous avons eu la semaine passée. Mais donc, tout ceci va progressivement évoluer. On va le voir donc en faisant défiler les cartes. Ah, donc, le jeudi 6, ben, vous avez toujours les dépressions. Alors, il y en a une qui tout doucement s'isole donc à l'ouest du continent européen, et on va encore le voir le vendredi, mais on a quand même toujours une circulation qui peut un peu s'organiser autour de l'anticyclone. Et de ce point de vue-là, peut-être signaler que à l'époque, donc à la saison chaude, la NAO+ se mue en AL, c'est-à-dire Atlantic Low, ou donc une dépression atlantique qui a tendance à venir
se positionner effectivement à l'ouest donc du continent européen et qui entretient un flux de sud. Et dans ces moments-là, en été, on peut avoir évidemment beaucoup de chaleur qui tourne à l'orage en allant donc vers l'ouest. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a déjà tout doucement le début de la N1 au moins avec l'anticyclone qui va tout doucement, donc par la Terre-Neuve, glisser vers l'Islande. Et donc voici les 3 premiers jours. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, on va basculer le 8 et le 9 eh bien, en blocage. Parce qu'effectivement, même si nous avons un anticyclone ici et que vous avez une dépression là, le problème, c'est que vous avez une crête ici qui s'établit vers la mer du Nord et qui bloque le passage de dépression vers le nord de la Scandinavie. Donc, effectivement, nous avons un blocage et nous avons toujours ici le début des NAO- qui s'organise. Mais donc, on a clairement ce glissement et ce qu'on va avoir donc après, eh bien, c'est cette tendance à on ne sait pas très bien pendant 4 jours. Parce qu'on a effectivement les restes de blocage ici, effectivement, mais on a la NAO- qui est en train de pousser. Alors, comme on a des racines subtropicales, eh bien, on pourrait penser que c'est une crête atlantique, mais ce n'est pas exactement le cas. Et cela continue ainsi. Alors, on a toujours ce semblant de crête atlantique le lundi 10 mars, mais là, vraiment, le blocage disparaît tout doucement. On peut vraiment le constater. Et alors, si nous continuons donc le 4e jour, eh bien là, c'est quand même un peu moins net, je trouve. On dit, voilà, il y a toujours une crête atlantique qui est dans les schémas. La crête atlantique, il faudrait qu'il y ait vraiment une racine subtropicale. Celle-ci a vraiment été coupée. Et ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment la NAO- qui est en été, en saison chaude, en fait, pas seulement donc une anomalie sur l'Islande, mais surtout un jet qui circule bas en latitude. Donc ça, c'est important. Donc avec la coupure des racines subtropicales par la circulation du courant jet en latitude, je trouve que par exemple, le mardi 11 mars n'est plus vraiment une hésitation entre la NAO- et la crête atlantique. Donc, malgré tout, on comprend vraiment que la NAO- est en train de s'établir et c'est évidemment beaucoup plus net si on bascule le vendredi 14 mars avec les dépressions qui circulent dans un flux de sud-ouest, avec le flux de nord-est ici. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il ne faudrait pas beaucoup pour qu'on ait toujours donc l'anomalie anticyclonique ici et éventuellement l'anomalie dépressionnaire qui circule un peu plus vers le nord, ce qui nous ferait ramener dans un flux de sud-ouest. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait avoir éventuellement un système hybride, donc à ce moment-là, Atlantic Low, comment dire, les régimes chauds, c'est à partir du 1er avril. On est le 14 mars, on n'est pas tellement loin. Et donc, on pourra avoir un flux de sud-ouest avec toujours une anomalie dépressionnaire sur l'Islande. Donc là, on est quand même dans un régime hybride et c'est là aussi les limites des régimes de temps, c'est que on pourrait se dire, voilà, on a quand même une persistance de l'anomalie anticyclonique sur l'Islande, mais on bascule dans des températures plus douces, aussi un régime de temps plus humide, plus moite. Et donc là, évidemment, les régimes de temps, ce sont des schémas atmosphériques généraux comme des moyennes, mais les moyennes, évidemment, dans les moyennes, il y a toujours des exceptions, des extrêmes, et c'est évidemment à l'expertise météorologique à déterminer quel type de temps il fait exactement. Cette difficulté, cette particularité se voit d'ailleurs relativement bien ici, avec la moyenne de l'anomalie de température au niveau 850 hectopascal. Bah, vous avez effectivement un coulissement de vent de nord-est
autour de l'anomalie donc anticyclonique ici, notamment sur la Grande-Bretagne, mais avec donc vous avez ici l'anomalie dépressionnaire et donc vous avez clairement sur le flanc sud-est de la dépression qui remonte, vous avez de l'air doux. Et la limite entre l'air doux et l'air plus froid se situe quand même sur la France, sur le sud-est de la Belgique, on peut constater que malgré tout, il suffirait de pas beaucoup pour que en NaO-, ou limite NaO-, en tout cas, nous serions dans de l'air doux. Pour terminer sur ce thème du blocage, revenons donc environ 6 ans dans le passé avec la fameuse journée du 28 juin 2019. Ici, j'ai pris la modélisation du 27 juin pour vous montrer quand même quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que nous avons effectivement une ici Atlantique Low, une dépression atlantique qui peut entretenir un flux de sud, mais ce qui est quand même important, c'est que vous avez ici donc les racines subtropicales de l'anticyclone des Açores qui montent vers le nord, dans un semblant de crête atlantique qui normalement fait basculer un vent de nord-ouest. Et je me rappelle très bien, en étant en Belge, qu'avec ceci, ça nous avait permis en Belgique de profiter d'un vent de nord-est qui a limité la température. Donc en Belgique, on était monté à plus de 30 degrés, puis on avait diminué. Mais donc le lendemain, ce qui s'était passé, c'est que nous avons eu donc le 28 juin, eh bien cette dépression atlantique, bien sûr, à l'ouest de la France, avec la pompe à chaleur. Mais donc l'anticyclone qui s'était donc repositionné au-dessus de la dépression, donc dans un semblant de blocage. Donc c'est en fait quelque part un mélange de Atlantic Low, de dépression atlantique, de blocage par le nord et de crête atlantique qui a initié le blocage. Mais le 28 juin, il a bien fait 46 degrés dans le sud de la France, avec quand même justement un petit vent de nord-est, un vent de terre qui a empêché donc le vent marin de la Méditerranée de rafraîchir le Gard et l'Hérault. Et c'est un peu à cause de ça que nous avons enregistré les 46 degrés dans cette région-là. Donc évidemment, bien sûr, il y a eu une pompe à chaleur, il y a eu un blocage pour entretenir tout ceci, mais malgré tout, la crête atlantique qui s'est initiée donc par-dessus la dépression l'a empêché de se déplacer vers l'est. Et donc, on est quand même dans un schéma hybride un peu particulier où là, on peut constater que le régime de temps, eh bien, ce ne sont pas des moyennes qui permettent de vraiment de bien expertiser totalement le temps. Il faut vraiment une précision fine et l'intervention, évidemment, de la personne humaine. Le deuxième thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de la Niña. Alors, vous savez que il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo à ce sujet pour bien vous montrer quelles sont les conséquences assez générales de ce phénomène. J'aimerais brièvement revenir sur ce que c'est en vous montrant cette carte des anomalies de température d'eau de mer de novembre 2007. La Niña, c'est donc encore une fois le refroidissement, pardon, de l'océan Pacifique, essentiellement dans sa partie centrale. Mais bon, vous pouvez constater que en 2007, la partie orientale était particulièrement refroidie aussi. Mais donc, ce que nous allons aborder aujourd'hui, eh bien, c'est le début de la fin de la Niña. Alors, pour l'instant encore, on a des conséquences générales de la Niña parce que la Niña, ce n'est pas seulement le refroidissement du Pacifique, mais c'est le couplage océan-atmosphère avec donc une redistribution des schémas généraux atmosphériques qui permet de déclarer la Niña. Mais aujourd'hui, on va un petit peu aborder ce début de la fin de la Niña avec quelques événements météorologiques, donc du côté de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Il faut dire que la carte des anomalies de température d'eau de mer de ces derniers jours est quand même fort différente de celle de novembre 2007. Alors effectivement, nous avons toujours le Pacifique central qui est en bleu, donc en froid, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a un réchauffement des eaux de surface à l'ouest de l'Amérique du Sud, donc la Colombie, l'Équateur, le Pérou, et ce n'est clairement pas sans conséquence.
Et le plus intéressant à remarquer, c'est en fait le changement des températures. On le voit très très bien avec ce que nous avons ici, le 7-day change, donc un changement de température, donc de l'anomalie de température. Et on peut voir, alors, du côté vraiment des côtes, c'est moins net, mais si on prend dans la zone un petit peu au large, c'est quand même plus clair. Et donc, on peut vraiment constater qu'il y a un réchauffement des eaux de surface dans cette zone-là. Ceci nous permet de revenir à une petite théorie donc sur El Niño. Il faut savoir que El Niño, vraiment le bassin El Niño du Pacifique équatorial est divisé en quatre parties. Donc vous avez El Niño 4 qui se trouve vraiment pas tellement loin de l'Indonésie. Vous avez El Niño 3 dans la partie orientale. Vous avez une zone à cheval qu'on appelle El Niño 3 ou 4, qui est vraiment la zone de référence quand on doit déclarer El Niño ou la Niña. Et puis alors, vous avez la zone El Niño 1 plus 2 qui se situe donc sur les côtes donc du nord-ouest de l'Amérique du Sud, Colombie, Équateur et Pérou. Or, que constatons-nous dans cette zone 1 plus 2? Vous avez ici l'indice. Clairement, depuis donc ici, vous avez la fin janvier, eh bien, on a une remontée des températures. On était à moins 1.0, ce qui est quand même assez caractéristique d'une La Niña. Mais donc, on a une remontée des températures très claire, donc jusqu'au 7 mars, ici vous avez, et nous nous situons donc dans cette zone-ci, clairement à plus 1,5 degré. Donc c'est une différence de température d'eau de mer, anomalie, de plus 2,5 degrés, enregistrée en environ un gros mois et une dizaine de jours environ. Donc c'est quand même assez spectaculaire et clairement ceci n'est pas resté sans conséquence. J'aimerais maintenant vous montrer un extrait de la télévision péruvienne. Vous avez une océanographe qui parle de cette La Niña, mais qui a une caractéristique particulière. Hay que tomar en cuenta que estamos en un mundo que tiene un cambio climático atrás en el background. Entonces, estamos más calientes que lo normal en todo el planeta. A esto se suma esta niña Modoki, que es, Modoki significa parece, pero no es, porque tenemos una niña anunciada en la mitad del Pacífico. Está lejísimos, más de 4.000 kilómetros de la costa de Sudamérica. Y acá hemos tenido un calentamiento bien rápido hacia fines del mes de enero. Y ese calentamiento es lo que está generando todos estos procesos de precipitaciones en la costa. Et donc, je vous présente La Niña Modoki. Alors, Modoki, ça vient de où? Eh bien, apparemment, c'est un Japonais qui a découvert qu'à certains moments, La Niña avait une zone centrale froide, mais qu'à l'est, il y avait une zone chaude. Et Modoki, en japonais, ça veut dire cela y ressemble, mais c'est un peu différent. Toute cette histoire, eh bien, il y a un élément qui a particulièrement attiré mon attention. Je vous présente donc une modélisation donc du modèle GFS qui démarre le 27 février. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu il y a déjà largement plus d'une semaine. Et on voit en fait, ce sont les vents au 1000 hectopascal ou au 850 hectopascal en mètres par seconde. Donc, sur la période 27 février et 13 mars, et que constate-t-on? Ben, nous avons bien sûr des zones à 9 mètres par seconde, 10, 12 mètres par seconde, mais du côté des côtes péruviennes, équatoriennes et colombiennes, qu'est-ce que nous avons? Ben en fait, pratiquement pas de vent. 1 mètre par seconde. Et ça, c'est quand même sacrément intéressant parce que il faut pas oublier que la Niña, quand nous avons donc les eaux froides du courant du Humboldt qui remontent et qui sont repoussées vers le Pacifique central par ce qu'on appelle les alizés qui deviennent plus forts, effectivement, c'est ça qui génère donc à 4000 km des côtes cette La Niña. Mais si nous avons des vents qui deviennent pratiquement nuls, eh bien, les eaux froides ne sont plus repoussées vers le Pacifique central et en général, un vent stagnant, eh bien, va permettre aux eaux donc chaudes quand même du Pacifique équatorial, eh bien, donc de stagner et de continuer à se réchauffer. Et c'est ça qui provoque progressivement donc le réchauffement des côtes nord-ouest péruviennes, équatoriennes et colombiennes, donc du Pacifique. Et donc en Équateur,
notamment du côté de Guayaquil, qui est cette ville qui se situe vraiment dans le sud-ouest de l'Équateur, vraiment en bordure du Pacifique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, février 2025, donc est le mois de février le plus humide de ces 27 dernières années et le troisième le plus humide de ces 45 dernières années, avec 645 millimètres enregistrés, alors que normalement on devrait avoir 332. Donc c'est pratiquement le double. Et c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs aussi voir dans cette autre information. Donc nous sommes vraiment avec clairement le troisième mois le plus humide. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on constate qu'il est plus humide que 2024 alors qu'on était en période La Niña, El Niño, pardon. Et donc là on est en La Niña Modoki. Alors nous avons 1998 qui est effectivement plus humide parce que c'était un El Niño, mais par exemple 82-83 qui était aussi un El Niño, eh bien il est en dessous. Donc avec une La Niña Monoki, il fait plus humide en Équateur qu'avec un El Niño 2024 et un El Niño 1983, s'il vous plaît. Nous allons au nord de l'Équateur, en Colombie, eh ben, c'est vraiment pas mieux. On constate clairement à chaque fois, si vous prenez promedio, c'est la normale, et février, donc vous avez en vert la normale et en bleu, vous avez ce qui était enregistré en février, eh bien, c'est à chaque fois plus humide. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sont les régions donc de la côte qui ont été les plus humides, alors que les régions montagneuses l'ont été un petit peu moins. Donc c'est vraiment la côte colombienne exposée donc à cette anomalie de température qui a été clairement la plus humide. Et alors, si on va maintenant vers le sud, au Pérou, cette fois-ci, eh bien, vous avez le Rio Tumbes, qui est un fleuve de l'extrême nord du Pérou. Eh bien, donc le 5 mars, qu'est-ce que nous avons enregistré? C'est une crue assez importante du Rio Tumbes, qui est quand même passé au niveau de la vigilance rouge. Donc la vigilance rouge, c'est quand même un débit ici que vous avez de 1000 mètres cubes par seconde. Et donc évidemment, ça peut provoquer des soucis. Pour terminer sur ce tour d'horizon des conséquences de cette La Niña Modoki, donc sur les côtes nord-ouest de l'Amérique du Sud, eh bien, Lima, la capitale du Pérou, vient quand même de vivre 11 jours chauds consécutifs. Donc c'était quand même une vague de chaleur et on peut voir dans cette publication sur X d'une météorologiste du CENAMI, le service météorologique péruvien, on voit effectivement ce réchauffement. Alors, c'est un réchauffement de plus 1,5 degré en moyenne sur la zone 1 plus 2, mais localement, on a quand même des poches vraiment chaudes à 3 ou 4 degrés. Donc à Lima, eh bien, des températures largement au-dessus de 30 degrés ont été enregistrées dans certains districts de la capitale péruvienne. En tout cas, d'un point de vue général, eh bien, donc, pour cette fameuse zone de référence El Niño 3.4, on voit que déjà la température est en train de remonter. Elle devrait vraiment se situer autour donc de l'anomalie de 0 degré. On va revenir à une situation neutre progressivement pour le printemps. Après, évidemment, il faudra que le couplage océan-atmosphère se réalise aussi pour qu'on puisse vraiment déclarer donc un indice El Niño neutre. Mais en tout cas, les premières modélisations, prévisions pour la saison des ouragans tiennent compte d'une phase El Niño neutre, avec d'ailleurs une saison des ouragans, mais c'est encore évidemment très très loin, qui serait dans les moyennes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, pratiquement 30 minutes. On fera plus court la semaine prochaine, c'est promis. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le décryptage météo numéro 15. Salut!